Elles sont venues en nombre, en fait. Elles étaient près de 200 femmes, quand même, dans la rue, dans la grande avenue de la ville. Et elles ont commencé donc à marcher, à reprendre les slogans des mouvements contre la police, contre le ministère de l'Intérieur, contre l'État, etc., etc. Et à un moment, elles ont commencé à inventer des nouveaux slogans contre les hommes. Comme quoi les hommes ne travaillent pas, ils sont toujours dans les cafés, comme quoi ils les laissent pas parler. J'avais vraiment les larmes aux yeux à ce moment-là parce que c'était très magique, quoi. Elles ont parlé de ce qui compte vraiment pour elles, tu vois. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 20, lutte féministe et LGBT en Tunisie. C'est l'histoire d'un retour en Tunisie. L'histoire d'amitiés qui naissent et d'autres qui se poursuivent, comme celle que je vis avec Enda, une jeune femme de mon âge, depuis notre rencontre lors de la Révolution en 2011. Nous avons appris à nous connaître entre des cris de joie, des peurs d'avenir et des slogans de libération. Depuis, nous regardons grandir nos féminismes entre nos deux pays. Pour moi, tout a commencé là-bas, ma deuxième naissance en quelque sorte, aux côtés de ces femmes manifestant leur soif de liberté dans les rues et dans les maisons. De son côté, après plusieurs années d'hésitation, Enda a quitté la maison de ses parents et a loué un petit appartement seule. Elle savoure depuis la joie d'avoir un lieu où elle peut travailler, lire, se reposer, sans les contraintes familiales envahissantes. Elle habite aujourd'hui en plein centre-ville de Tunis, en face d'un jardin où les enfants jouent le soir. Son appartement abrite les fêtes, mais aussi les silences. Il est un lieu refuge pour de nombreuses amies qui manquent d'une pièce à elle. Comme j'aime aller chez Enda, moi aussi. Comme je chéris les discussions que nous avons, les aventures que nous vivons et les 1000 projets que nous partageons. Récemment, Enda en a initié un avec le journal en ligne Inkifada. Sa rédactrice éditoriale, Monia Benhamadi, est une amoureuse de la radio et du son. Elle est en train de créer une plateforme de podcast pour donner notamment la parole à des personnes féministes et LGBTQI en Tunisie. Monia m'a donc proposé, ainsi qu'à Samuel, qui réalise ce podcast, de venir partager notre expérience avec les journalistes d'Inkifada, Hazar, Haïfa et Hortense, mais aussi avec Shams, Roura et Boshra, des personnes activistes LGBTQI qui souhaitent également utiliser le son pour diffuser leur récit de vie. Rouge, c'est amour, identité sexuelle. Identité de genre, identité fluide. Pendant une semaine, nous avons discuté de la forme et du fond, de la puissance du son et de ce qu'il permet aussi en termes d'anonymat, notamment pour des personnes qui prendraient trop de risques à témoigner à visage découvert à la télévision. Il y a peut-être la pièce de foot que j'ai pas encore écoutée. La pièce de théâtre? Ouais, c'est une sorte de performance, pièce de théâtre. Aux côtés de Monia et des autres, j'ai donc profité de ce voyage pour faire entendre les voix de celles et ceux qui renouvellent les luttes féministes et LGBTQI en Tunisie, mais aussi pour retrouver les femmes que j'avais enregistrées il y a 5 ans, dans une série de portraits de jeunes féministes intitulée Nassaouyat et diffusée sur France Culture. Que sont-elles devenues? Comment leur féminisme a-t-il évolué? J'ai d'abord retrouvé Amal. En 2014, elle venait de rompre avec sa famille qui voulait lui faire épouser un homme qu'elle n'avait pas choisi. Elle avait collé plein de post-it colorés au-dessus du lit, installé dans sa petite chambre louée en colocation, sur lesquels elle avait écrit « Je suis une femme libre » ou encore « Mon désordre, c'est ma liberté ». Portée par le souffle de la Révolution qui lui avait redonné vie, elle écrivait sur Facebook des poèmes brûlants abordant les sujets tabous autour du corps, de la virginité et de la sexualité, comme celui-ci. أمام أبي وقفت عارية. يا أبي،
أأبوتك أسمى أم شهوة الذكورة تطغى؟ من أنا يا أبي؟ طفلتك المدللة أم رغبتك الممنوعة؟ Devant mon père, je me suis mis nue. Réponds-moi, papa, pourquoi tu me couvres, tu me caches? Est-ce que je t'ai déjà déshonoré à mon âge pour que tu me caches ou tu me protèges de la trahison de ta masculinité? Je t'ai frappé par une main cruelle. Maîtresse, en frissonnant, j'ai appris à me révolter. Sur les négations, à pleurer mon enfance. Sur le rythme des cris, à danser ma féminité. Depuis notre rencontre, Amal a renoué avec sa famille. Elle entretient des rapports apaisés avec ses parents et son frère, qui ont peu à peu accepté son besoin de liberté et surtout son mode de vie, le célibat des femmes étant encore assez rare et mal considéré en Tunisie. Elle a aussi publié 2 recueils de poésie. Le premier, en 2015, rassemble tous les textes écrits pendant la période révolutionnaire. Il s'appelle « Un cœur sur la pointe d'une aiguille ». En 2015, c'était juste la fin des premières élections en Tunisie et j'ai senti que c'était la fin d'une phase. Il y a quelque chose qui est fini. C'était la révolution. Enfin, on est entré dans une nouvelle transition démocratique. C'est fini le break, le moment de la pause, le moment de la récré, l'anarchie, je sais pas, l'euphorie. Les discussions ont mûri, ont donné des actions. Les groupes ont mûri, ont donné des associations ou ont donné des formes, en fait. Les choses ont pris une forme concrète. Et moi, je préfère tout ce qui est flou. Que l'euphorie de 2012-2013 continue, que ces discussions dans la rue continuent, que ça n'arrête pas, quoi. Cette spontanéité, cet enchantement, cette joie, cet espoir, cette naïveté, que ça n'arrête pas. Alors j'ai collecté tous les poèmes que j'ai écrits depuis 2011 et j'ai décidé de publier ce recueil. Mais cette révolution, elle m'a donné la vie. Je sais pas. Je me lie à elle, oui. À chaque jour, je suis confrontée à des nouveaux défis, à des nouvelles situations. Alors tout naïvement, j'ai pensé au départ que vivre en concubinage pourra me libérer de beaucoup de responsabilités, me donnera beaucoup d'aisance dans ma relation de couple. Parce que pas mariée, parce que pas dans le standard social. Je détestais le rôle de l'épouse. Pour moi, une épouse, c'est toujours quelque chose d'insignifiant. C'est lamentable, une épouse, tu vois. Elle est délaissée, elle est là, à râler toute la journée, à être dans la réclamation, la demande, attendre. Je trouvais ça pathétique d'être une épouse. Je pensais que si jamais je serais une maîtresse, c'est peut-être beaucoup plus, je sais pas, sexy, charmant. Mais c'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de la forme épouse il s'agissait d'un homme et une femme. Il s'agissait que monsieur, il est là, il pense pas que ramasser ses chaussures est quelque chose de très important. Et que, pour préparer à manger, il faut être deux. Ou que, j'ai des moments où j'ai besoin d'un support psychologique, où j'ai besoin de blablater pendant des heures quand on s'en fout de moi, que j'ai besoin d'espace pour pouvoir m'exprimer, que j'ai mes règles et ça fait mal, et que je veux bouder, que je suis en mauvaise humeur et que c'est pas grave si je suis trop en colère. J'ai découvert que, en fait, quelle que soit la forme de votre alliance, vous ne serez jamais qu'un homme et une femme. Je ne pourrai jamais échapper à cette discussion en femme, à cette incompréhension. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbée. Qu'est-ce que je ferais? Je commençais à explorer les alternatives. Si c'est pas le concubinage, il faut trouver autre chose. Je sais pas, vivre chacun dans son propre appart et se réunir. Je ne sais pas. Je commençais vraiment à me poser de questions et après, quoi. Mais je trouve que,
Tout ce dont je te parle, c'est magnifique. Parce que c'est riche, parce que c'est des moments de vie, parce que c'est des moments de vie pleine. C'était pas comme être privé de la vie, quoi. Tu vois, tu es dedans. Alors avant que j'étais privée de la vie, oui. J'appartiens au rire salace des femmes, à leur sourire plein d'enfantillage, de ruses et de ragots. J'appartiens à leurs cris réprimés, à leur malheur, à la bordure d'un drap qu'on resserre entre deux dents. J'appartiens aux jambes serrées, aux boutons du haut soigneusement fermés, au tremblement des doigts, aux poings crispés. J'appartiens aux robes, les coupons de tissu sur les catalogues, au regard meurtri des poupées en plastique. J'appartiens au tissu, au coton, à la dentelle précisément. J'appartiens à la cuisine, à la fumée, à la senteur de l'ail, aux ongles abîmés, aux taches qui n'en finissent plus, taches toujours gratuites qui n'en finissent plus. J'appartiens au sol, à l'odeur de l'eau de javel et des désinfectants, au corde à linge squatté par des oiseaux. J'appartiens aux genoux des femmes, là où l'on sème la laine et où l'on cueille le chaud. J'appartiens au rassemblement, au bruit sans fin, aux plats de sucreries, aux verres à thé, aux sonnettes, aux chuchotements, aux rires flagrants, aux blagues obscènes, aux contes, aux scandales et aux commérages. Je leur appartiens, Amal Khlif. Après, j'ai tombé enceinte. Alors, c'était la grande question par rapport encore une fois, à la maternité. Est-ce que je veux avoir un enfant ou pas? Est-ce que je peux avoir un enfant en dehors du mariage ou pas? Et j'ai avorté. Et je l'ai vécu aussi très mal. J'étais très en colère, encore une fois. J'aurais pu prendre la décision de garder l'enfant. J'étais consciente que j'avais le choix. C'était pas comme quand j'avais 23 ans et que ma famille m'imposait des trucs et tout. Là, c'était un choix, c'était mon choix. Mais c'était un choix imposé. On a décidé pour moi, pour mon corps. J'ai tombé encore une fois dans le piège, alors que je me suis promis à l'époque que jamais je ne laisserais quelqu'un décider pour mon corps. Et il y a des réalités que voilà, il y a des coups que... Est-ce que je suis prête à payer ce coup ou pas? Les coups, c'était la déception de ma mère. Et D'avoir un enfant sans mariage. Et c'était une déception que je n'étais pas prête à assumer. Ma mère, elle est plus âgée. Alors, je prends d'autres considérations qu'avant, Enfin, tu comprends, quoi. Et puis, mes propres incertitudes par rapport à mon corps, par rapport à ma carrière, par rapport à l'époque aussi. Ne serait-ce que les conditions financières et les conditions sociales. Le fait d'avoir un enfant en Tunisie aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Ça ne finit pas, quoi, les questionnements. À chaque fois, tu penses qu'il y a une limite. Non, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. La rage que j'ai tous les mois parce que je n'ai pas de congé, car j'ai mes règles. C'est une rage extrême. La rage parce que ma couverture maladie ne couvre pas ma maternité si je ne suis pas mariée. À chaque fois que je veux voyager, qu'on me demande une autorisation parentale parce que je dois bouger d'un pays à un autre. Enfin, et vraiment. Parce que si je n'enfante pas maintenant, peut-être dans 10 ans, je n'arriverai pas. Parce que si je n'enfante pas maintenant, et dans 10 ans, je n'enfanterai pas, je finirai seule. Le problème, c'est pas d'être seule. Je n'ai aucun problème d'être seule, vraiment, mais c'est parce que les femmes, déjà, dans la précarité, et leur production ne s'améliore pas dans le temps, et elles gagnent probablement moins quand elles seront plus vieilles, et que ça sera dommage que je me retrouve sans sous et sans... Enfin, tu vois, c'est tous ces questionnements qui me travaillent.
Personne ne peut choisir vraiment pour lui à 100%. Certes, on garde une marge de choix, mais pas à 100%, jamais à 100%. Et pas quand on est femme, en tout cas. Le deuxième recueil de poèmes d'Amal s'appelle « Madame Clémentine ». Sur la couverture, la peinture d'une femme penchée sur ses mains. On ne sait pas si elle est triste ou juste pensive. C'est l'œuvre d'une artiste syrienne kurde, Annie Korjian, qui ne représente que des femmes dans des positions extraordinaires. À travers le personnage de Madame Clémentine, sorte d'alter ego, Amal raconte des histoires intimes et multiples des femmes de son entourage. En fait, tu te rappelles Enfin, je sais pas si toi tu en fais, mais moi, ma mère, elle a des... tu sais, les monologues de rébellion, de frustration. Je sais pas, elle est patiente tout le temps. Elle passe toutes nos bêtises, nos caprices, et après un jour, juste parce que, je ne sais pas, tu as fait une bêtise, tu as laissé tes chaussures sur le fauteuil, ou tu n'as pas ramassé tes affaires, elle va piquer une crise. Mais elle va parler pendant 30 minutes, juste pour et elle va se rappeler de tous les fois où tu as déconné, et puis vous me laissez toute seule, et je dois me taper toute l'affaire toute seule, et personne ne m'aide. Ta mère faisait ça aussi. Je me rappelle très bien de ces monologues, justement. Mais moi, je trouve que c'est des vrais monologues Enfin, c'est des vraies manifestations de colère, quoi, de refus. Mais on ne les prend pas au sérieux. Enfin, c'est juste maman qui pique sa crise, quoi. Parce qu'on dit souvent que les femmes ne parlent pas, que la langue des femmes, c'est le silence. Et moi, toutes les femmes que je connais parlent beaucoup, au contraire. Mais on ne prend pas au sérieux ce qu'elles disent. Alors j'ai mis toute la frustration et tout ce que je voulais dire dedans, genre prenez-le au sérieux, putain. Voilà, j'en fais un livre. Et je suis capable d'en faire des conférences pour vous dire que non, messieurs, mesdames, les femmes parlent. Il faut juste les écouter, voilà. شكلتني أمي كما شاءت وها أنا ذا دموعها التي لم تنزل صرختها التي لم تعرف الفضاء وحشتها الطويلة يأسها الكتوم وجع مفاصلها اللا القصوى. J'ai dans mes entrailles un fœtus qui meurt, des rêves de tendresse qui se décomposent. Faut-il être triste pour raviver la complainte? Je pleure, et dans ma tête pleurent maintes femmes. Je connais leur écriture. Quelle est cette cage qui nous réunit? Cette cage, des femmes ici, voilà où nous sommes, pendant que la guerre à nos portes ricane. J'ai dans ma gorge un fœtus qui meurt. Mon corps soulagé soupire. Tout ça, c'est bien fini. Pourtant, les femmes en moi ne se taisent pas. Maudite soit cette vie, maudite soit cette vie. J'ai en moi un fœtus qui meurt. Pour commémorer cette douleur, pourquoi la guerre ne prend-elle pas trêve? Pourquoi ne s'arrête-t-elle guère? Pourquoi n'accouchons pas tous les enfants? Je rêve d'en enfanter un chaque mois. Pour la vie globée, grouvante, la vie m'apprendra tant. Maintenant, dans mes veines, défile fièrement le venin noirâtre. Avec d'autres femmes, Amal a créé le blog Chamal, qui publie des textes de femmes de tous horizons, dans le but de faire entendre la diversité des vécus et de mettre à mal l'image unique de la femme tunisienne, mise en avant par les gouvernements successifs depuis l'indépendance. Cette femme active, qui travaille tout en s'occupant de la maison,
dans un pays qui serait un exemple de modernité dans le monde arabe. Il est vrai qu'en Tunisie, l'avortement est légal depuis 1973, soit 2 ans avant la France, et le code du statut personnel est plus avantageux qu'au Maroc ou en Algérie par exemple. Aussi, depuis la Révolution, l'égalité entre citoyens et citoyennes a été inscrite dans la Constitution, ainsi que la parité dans les assemblées élues, et une loi historique pour lutter contre les violences faites aux femmes a été votée. Mais pour Abir Krefa, sociologue du genre et des sexualités, l'application de cette loi reste encore très relative, notamment parce que la plupart des femmes ne disposent pas des ressources économiques et matérielles pour s'autonomiser dans des situations de violence familiale ou patronale. Les femmes sont d'ailleurs très peu nombreuses à pouvoir continuer à vivre seules ou en colocation, comme l'ont fait Enda ou Amal. Au désir d'indépendance suscité par la Révolution, a succédé l'obligation pour beaucoup de retourner vivre chez leurs parents, faute de moyens financiers. Pour Abir Krefa, de lourdes concessions ont également été faites pour obtenir le vote de cette loi. Toutes ces petites réformes, on va dire, ont été d'une certaine manière, et c'est là, à mon avis, le problème fondamental, ont été utilisées par le parti Nida Tounes et par le président défunt Beji Caïd Sebsi pour se présenter un petit peu comme les défenseurs des droits des femmes et pour légitimer le retour au pouvoir des Destouriens qui ont été décriés pendant la Révolution et contre qui le processus révolutionnaire a eu lieu. Donc dans le même moment où Nida Tounes et Beji Caïd Sebsi défendaient ce type de réforme, il y a eu ce qu'on appelle le vote de la loi dite de réconciliation qui amnistie les corrompus sur le plan économique, et notamment les prédateurs des biens publics qui ont été exclus des institutions politiques en 2011. Et donc, en fait, ces quelques réformes pour les femmes ont été adoptées au prix de l'enterrement de revendications révolutionnaires sur la corruption économique en particulier, qui lèsent particulièrement les femmes, bien sûr. La politique qui est menée et défendue par la majorité composée par Nida Tounes et Ennahda, qui est la répression en particulier des mouvements sociaux réclamant une meilleure répartition des ressources, une amélioration du pouvoir d'achat qui s'est extrêmement dégradée depuis quelques années, à tel point que les classes moyennes et les classes populaires sont maintenant extrêmement précarisées. Enfin, ces quelques réformes pour les droits des femmes ont été adoptées au prix de la marginalisation des intérêts du plus grand nombre d'entre elles, celles qui appartiennent aux classes moyennes et aux classes populaires. En 2014, plusieurs femmes de milieux populaires m'avaient raconté leurs espoirs de changement. Parmi elles, Sonia et Monia, 2 ouvrières employées de l'usine Latelec, filiale de l'entreprise française Latécoère qui produit des câblages d'avions pour Airbus et Dassault. Elles menaient alors une lutte sans relâche pour dénoncer les conditions de travail et réclamer plus de droits. Ils ont toujours augmenté les cadences. C'est-à-dire, si aujourd'hui, cette semaine, on fait sortir 5 avions, la semaine prochaine, on trouve qu'il faut sortir 6. La semaine après, c'est 7. Puis le travail samedi, même dimanche. On arrive à certains moments qu'on ne peut pas arriver pour travailler. Nous sommes vraiment trop fatigués. Et ces heures supplémentaires ne sont pas payées selon les cadres de la loi, oui. On a fait même une action pour arrêter les insultes. Exemple, bête, fermez ta gueule, vous, les esclaves, des choses comme ça, vraiment, des mots touchants. À force de détermination, Sonia et Monia avaient obtenu l'augmentation de leur salaire, la reconnaissance de leurs droits à des congés et un respect accru. Mais en réponse, la direction avait décidé de relocaliser la production en France et de licencier une dizaine de syndicalistes. Une partie des ouvrières sera finalement réintégrée, sauf Monia et Sonia. Lors de ma venue à Tunis, j'ai voulu les revoir, savoir où elles en étaient. Je n'ai malheureusement pas eu de mal à retrouver Sonia. Elle menait alors une grève de la faim depuis 9 jours. Je l'ai rencontrée dans le local de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, affaiblie mais toujours combattante. On ne peut pas travailler, on est refusé par tous les employés en Tunisie. On a essayé pas mal de fois de trouver un boulot, mais à chaque fois, on est refusé. L'employeur,
il refuse d'embaucher Sonia et Monia parce que pour lui, ce sont deux filles fortes et elles peuvent créer des problèmes dans les usines, etc. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de fois de frapper les portes de l'usine. D'abord, je suis refusée parce que j'étais une syndicaliste et je suis vachement connue, donc je suis refusée. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc avec mon âge aujourd'hui, même l'employeur, il refuse de recruter les gens qui ont dépassé le 28 ans et 30 ans. Les demandes des employeurs, c'est l'âge. Peut-être je peux être aujourd'hui recrutée dans une usine, mais est-ce que l'État tunisien elle est capable de me dire que je ne peux pas être licenciée un jour? Est-ce que l'État tunisien elle peut imposer sur l'employeur de ne licencier pas Sonia parce que les usines elles refusent de signer un contrat de CDI, donc de durée indéterminée. D'habitude, normalement, avec la loi tunisienne, après 4 ans, on passe à un CDI. Et là, à chaque fois, on vire les ouvrières juste avant le passage à un contrat CDI. Mais aujourd'hui, ma situation, c'est une situation très compliquée parce que j'ai découvert que j'ai une maladie héréditaire. 7 personnes dans ma famille ils ont la maladie céréale. On était obligés de suivre un régime sans gluten. Et les produits sans gluten sont des produits importés, vachement chers. Et voilà, aujourd'hui, dans une famille, 8 personnes, on ne travaille pas tous en chômage, sauf donc le salaire de mon père, c'est la retraite qui ne dépasse pas 360 dinars. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre? C'est à peu près 100 euros à peu près par mois. Donc on est obligé aujourd'hui de prendre les produits avec le gluten. Et ça, c'est très risqué pour nous. Et les médecins, ils sont aujourd'hui inquiets parce que je peux facilement passer au cancer. Pour cela, j'ai décidé de lutter pour ma vie et la vie de ma famille. Et aujourd'hui, je me trouve dans le grève de la faim pour demander mon droit de vie en Tunisie. Et je ne veux pas arrêter. Pour dire, l'État tunisien aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait avec les dossiers sociaux et les maladies en Tunisie. Comment il se traite? Non, l'État tunisien, elle ne prend pas en charge ces maladies, ni le régime sans gluten, ni le médicament, même pas un effort pour aider même les maladies à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la mort. Et voilà, j'ai décidé de mourir ici, malheureusement. على البرزخ اتقرى الزرنيخ بتمرغ بفكر في رايك ربوني قاسي كرايا الشيخ يجمل التسويق بتمرغ والجاهل بينسى. Depuis mon départ, j'ai appris que Sonia avait obtenu gain de cause auprès de l'État tunisien qui s'est engagé à lui trouver un travail. La promesse n'a pourtant toujours pas été tenue. En Tunisie, les taux de chômage sont toujours aussi élevés, surtout pour les femmes. Dans la banlieue de Tunis, de nombreuses usines sous-traitantes de grands groupes internationaux, dans le secteur textile notamment, arrivent et repartent, laissant sur le carreau de nombreuses ouvrières sans se soucier de leurs droits. Les donneurs d'ordre restent souvent impunis. S'ajoute à cela le désengagement progressif de l'État du secteur public depuis les années 80 et l'imposition de plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Depuis la Révolution, les mouvements sociaux se poursuivent donc, toujours aussi nombreux et réguliers, dans tous les secteurs. Ils sont surtout présents dans les régions dites de l'intérieur, que nous avons sillonnées avec Enda à plusieurs reprises. Des régions oubliées par les gouvernements successifs, attachés à développer la côte touristique et les quartiers chics. C'est pourtant dans ces régions que la révolution a commencé. À Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, dans ces petites villes et ces zones agricoles sans aucune infrastructure, aucun investissement, aucun plan de développement. Là-bas, les femmes sont très mobilisées pour réclamer le droit au travail et à la dignité. Il leur faut cependant lutter aussi au sein même de ces mouvements pour avoir le droit de faire entendre leur voix, comme ce fut le cas lors du sit-in Méniche Secta en 2017, auquel a assisté Enda.
Il y avait un sit-in comme d'habitude, enfin dans Sidi Bouzid, à Manzil Bouzaïen précisément. C'est une petite ville dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, là où la révolution a commencé. C'était un grand sit-in de diplômés chômeurs. Et dans l'une des réunions, une jeune femme voulait prendre la parole et son camarade, son collègue, lui demande de se taire devant tout le monde. Il lui dit tout simplement « Non, toi, tais-toi, c'est pas le moment » ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, elle lui dit « Non, je vais pas me taire ». Et donc toutes les femmes, en fait, elles se réunissent après et elles décident de lancer un sit-in qui s'appelle Menish Sekta, au féminin. Maintenant, c'est le moment de nous réunir, nous, entre femmes, à n'être pas avec les hommes. Et toute la réflexion, en fait, derrière, toute l'analyse dans les mouvements sociaux, il y a tout un système de discrimination envers les femmes. Elles ont réussi à faire le sit-in. Et j'étais impressionnée par leur détermination, par leur solidarité, par la joie aussi de se retrouver parce que cet espace a permis à des femmes qui n'ont jamais participé à des sit-ins de participer à un sit-in parce que c'est réservé aux femmes. Bon, il y a eu un débat à Tunis entre féministes sur est-ce que c'est une forme d'aliénation au patriarcat ou est-ce que c'est la non-mixité qui permet aux femmes de se renforcer. En Tunisie, on associe la non-mixité à la religion, au mouvement islamiste. Et donc, il y a plusieurs personnes, en fait, qui, pour eux, la non-mixité, ça veut dire revenir en arrière, en fait, aux règles de la religion qui, justement, préfèrent la non-mixité ou qui exigent la non-mixité. Bon, mais c'est un autre contexte. C'est pas une non-mixité dans une école, c'est pas une non-mixité dans une administration, c'est une non-mixité dans un mouvement. Il y avait des femmes qui, pour la première fois, elles participent à un mouvement, à un sit-in, parce que leur famille leur permet, et leur famille disent, c'est entre femmes, il n'y a pas de mixité, c'est autorisé. Mais en même temps, ces femmes-là qui ont appris c'est quoi un sit-in, comment s'organiser, comment écrire un communiqué de presse, comment aller frapper à la porte du gouverneur ou du maire, etc. C'est aussi quelque chose de bien, je veux dire. Même s'il n'a pas abouti à grand-chose. Après, le gouvernement, proposer des microcrédits pour qu'elles se lancent dans des projets, ce qu'elles ont refusé parce qu'elles savent très bien que dans une telle région, sans infrastructure, sans marché, sans rien du tout, elles ne pourraient pas produire quoi que ce soit. Mais l'acquis, en fait, c'était ces quelques femmes, disons, moteurs dans ce mouvement qui ont noué des relations et qui, je pense, elles vont poursuivre, en fait, leur activisme. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin de tunisoises pour revendiquer leur féminisme et pour formuler des revendications, en fait, par rapport à leur cause. Le contraste immense entre les expériences de vie des femmes vivant à Tunis et celles habitant les régions de l'intérieur amène parfois des revendications et des modes d'organisation différentes. Alors, comment militer ensemble ? Faut-il vouloir à tout prix se retrouver et où ? Comment articuler les différentes luttes, les différentes priorités ? Ces interrogations entre Tunis et les régions font écho à celles entre féministes du Nord et du Sud, comme me l'a expliqué Soumaya Mestiri, professeure de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis. Elle travaille sur la pensée décoloniale appliquée à la question de genre. Elle est l'autrice du livre « Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle » qui appelle à penser un féminisme de la frontière. Nous sommes toutes autant que nous sommes différentes, évidemment, c'est pas un secret. Nous sommes toutes constituées d'un certain nombre de contradictions qu'il ne s'agit pas de résoudre, en fait. Le but, c'est pas de résoudre la contradiction, c'est d'essayer de vivre avec, parce que la résolution, en fait, c'est une forme d'artifice. Et les gens qui pensent la frontière comme étant simplement un lieu de passage, donc on va aller de l'autre côté, éventuellement revenir,
sont des gens qui ne pensent pas la frontière comme un lieu de résidence précisément. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que la seule chose qui peut nous réunir, vraiment, je ne pense pas du tout en termes de sororité, enfin c'est un concept atroce, la seule chose qui peut nous réunir, c'est le fait d'habiter cette frontière. C'est ainsi que je vois les choses en fait. Pourquoi concept atroce, la sororité la sororité, elle a été développée par des féministes noire. Elle a été notamment travaillée par Bell Hooks, mais elle a été ensuite, la sororité, le concept a été ensuite blanchi, au sens fort du terme conceptuel, de sorte que, en fait, ça ne veut plus rien dire. En fait, ça a été instrumentalisé et c'est devenu comme ça un outil au service du féminisme mainstream blanc, c'est-à-dire on va tous se regrouper et derrière ça, il y a l'idée que dans le fond, on est toutes pareilles, donc il y a une volonté qui est à la fois une forme de verticalité hégémonique et lissante, en fait, homogénéisante. Alors justement, du coup, à la place des sororités, habiter la frontière, et comment habiter la frontière sans remettre en cause les différences ou les divisions, mais en l'habitant ensemble, alors, c'est-à-dire ? D'abord, je pense qu'il ne faut pas que nous recherchions un projet commun. Je veux dire, si on est vraiment honnête, on se rend compte que nos différences sont éminemment incommensurables et ce qui nous lie, c'est une forme de réciprocité, mais de réciprocité, comme le dit la philosophe politique américaine blanche Iris Young, une réciprocité asymétrique. Je veux dire, je ne peux pas me mettre à la place de l'autre. J'aurais beau essayer et réciproquement. Je veux dire, il y a toujours des choses de lui qui vont m'échapper. Mais ce que je peux faire, en revanche, j'aime bien cette idée, en fait, c'est l'idée de stewardship. Prendre les histoires des autres en gérance chez nous, en fait, pour essayer de les comprendre. Et réciproquement, et les autres prendront, pour ça on est obligé d'être à la frontière, prendront nos propres histoires, notre idiome également en gérance. Il y a l'idée de prendre soin, en fait. Si notre but c'est de nous, comme je disais tout à l'heure, nous retrouver quelque part, on ne peut se retrouver qu'en se racontant nos histoires, en fait. Enfin, l'écoute, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Ça nécessite une réelle ouverture. C'est exactement ce que recouvre le concept d'ancrage. J'aime bien la métaphore du compas, en fait. Quand vous voulez dessiner un cercle, donc vous allez planter la pointe du compas et puis vous allez ouvrir. Si vous ne plantez pas la pointe du compas, vous pouvez toujours essayer, vous n'arriverez pas à tracer votre cercle. Pour m'ouvrir à l'autre, il faut d'abord qu'on reconnaisse mon ancrage. Faire entendre les histoires des unes et des autres, les donner à écouter, laisser la place au récit de soi. C'est ce que souhaite faire Monia au sein d'Inkifada à travers la création de différents podcasts, des portraits, mais aussi des documentaires sonores plus longs, comme celui qu'elle prépare sur le festival Shuftoona, un festival international d'art féministe qui propose des expositions, des concerts et des conférences. Il est organisé depuis quelques années à Tunis par l'association féministe Chouf. L'idée, c'est de retransmettre un moment où les personnes sont rassemblées collectivement, pensent les questions de féminisme, de libération, de déconstruction, de désaliénation, dans le Théâtre National qui est en plein cœur de la Médina, qui est un endroit très masculin, avec devant un café où il n'y a que des hommes en général. Et le fait de faire ce festival à cet endroit-là, avec des personnes qui ont différentes apparences, différentes identités, différents parcours, différentes approches, c'est déjà quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce quartier de la Médina qui sont venues, qui ont vu les filles s'installer au café, qui ont vendu leurs sandwichs aux participants et aux artistes, etc. Ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans ce genre d'espace et se sentir à l'aise et s'asseoir dans le jardin et voir les performances que les artistes femmes avaient à proposer.
pour moi, c'était un des moments les plus forts. C'était là le moment où on est vraiment tous et toutes ensemble. C'est les meufs qui sont sur la percu, en train de chanter des chansons qu'elles connaissaient toutes ensemble. Donc c'était aussi des chansons qui étaient très reliées au quartier. C'était des chansons qui font partie de notre patrimoine. Et quand tu regardes bien qui sont les personnes qui sont en train de chanter ça, tu es dans des personnes complètement queer, complètement hors ces normes qu'on attend d'elles en fait et tout. Et tu as le quartier qui sont là à se regrouper aussi. Ça a duré 30 minutes, 45 minutes, mais pour moi, ces 45 minutes, c'est juste ce que je voudrais avoir dans ma vie de tous les jours, en fait. C'est comme si c'était en fait le temps de 4 jours, c'est comme si c'était un monde parallèle qui s'était créé en Tunisie, où on pouvait être soi, sans être jugé, sans que l'on vous dise comment être, comment exister. Il n'y a pas d'interdit, c'est juste un espace ouvert à tous et à toutes. Juste d'être des êtres humains qui veulent exister de cette manière-là. C'est comme une sorte de bulle d'espoir. Enfin, j'aime pas le mot espoir, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans notre processus personnel, dans notre construction personnelle, dans la lutte qu'on mène en tant que personnes qui veulent mener cette lutte et qui y croient et qui ont ces principes. C'est déjà beaucoup. C'est pas genre beaucoup, on se contente de ça. Ça fait partie de notre vie, cette lutte fait partie de notre vie, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on pourrait appeler un idéal, l'espoir d'être totalement libéré, ce que je ne peux pas croire, que c'est négatif. Donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir d'espoir, dans le sens où déjà, rien que le fait d'agir est suffisant. On peut faire les choses ensemble et on est là, on est rassemblés et on peut faire les choses collectivement. On doit prendre l'espace public et on doit se montrer et on doit donner aux gens l'habitude qu'on existe. La rencontre, la partance, les clés qu'on remet, les meubles déplacés, les poubelles à descendre, le train à l'heure. L'appel des ciseaux, le par défaut, l'envie d'une nouvelle coupe, les amitiés heureuses, le rire ambigu, le livre qu'on porte en soi, le rouge à lèvres au fond du sac, le dernier carré de chocolat, l'inévitable taille au-dessus, le souci des autres, le mariage à faire, les enfants, et puis quoi encore? L'ivresse en attendant, les cendres de la semaine, le cendrier à vider, les mails à consulter, le fil d'actualité, les tirs à bout portant, les lendemains de fête qui s'endeuillent, l'extirpement, les hommes à connaître, les femmes à aimer, la cyprine, la vie, toujours. Nominalement, Yosra. Moins axées sur le travail autour des lois ou de l'égalité entre les sexes portées par leurs aînés, les nouvelles générations de féministes à Tunis s'attachent à déconstruire les normes de genre, à parler de rapport au corps, aux sexualités. Elles souhaitent aussi visibiliser les luttes LGBTQI, portées par de nombreuses associations créées après la Révolution. Certaines d'entre elles réfléchissent aussi à monter des plateformes de podcasts pour raconter leur vie queer. Comme Roura, une femme trans qui a également participé à la rencontre avec un podcast à soi, organisé par Inkifada. Pendant mon enfance, j'étais en train d'expérimenter le genre. Ce qui me fascinait, c'était la féminité que je voyais à la télé. Par exemple, j'étais folle, j'admirais un peu trop, obsédée de Shelly Hain. Elle était une figure incontournable, une icône du show. Elle dansait, elle chantait, elle lançait des devinettes. C'était pendant le Ramadan.
Ce qui me fascinait, c'est les vêtements, les paillettes. C'était un penchant très naturel pour moi, comme être fan des matchs de foot. Ça a la même valeur. Et je dansais la danse orientale quand j'étais très petite. Je commençais à imiter Shirihen. Au début, c'était fun, c'était cool, c'était marrant. Dans les cérémonies de mariage, par exemple, on m'invitait à danser sur les tables, c'était fun. Mais en grandissant, ça commençait à devenir problématique. On m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit à ce genre de show, je n'avais pas le droit à ce genre de spectacle. Trop petite, j'avais compris que c'était à cause de ma façon féminine de danser ou de faire bouger mon corps. C'est ce qui me gênait, c'est d'être sous contrôle tout le temps. Et au bout d'un moment, tu te dis, voilà, je dois me soumettre pour qu'il me foute la paix. Et tu cherches la façon adéquate. Je me suis mise à m'adapter. Essayer de me conformer. Donc à chaque fois, quelqu'un me balance une remarque par rapport à la façon avec laquelle je marche, je parle, j'essaie de faire des exercices de marche, par exemple. Et je répète, et je répète, et je répète, mais j'échoue à chaque fois. Parce que c'était très flagrant. C'était très fake. On voyait que c'était pas moi. On voyait que c'était un peu trop rigide parce que j'allais dans des interprétations caricaturales. C'est pas comme les gendarmes. Donc, c'était très comique. Et les gens riaient. Ce rapport avec mon corps était construit à travers les commentaires, à travers l'entourage, à travers ce qu'on me disait. C'était un rapport majoritairement négatif. Mais quand même, je me rappelle avoir apprécié certaines parties de mon corps, mes jambes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de les mettre en avant. Et je pense que j'aime mes jambes parce qu'elles sont féminines, elles sont androgynes. Mais quand j'ai commencé à avoir la barbe, par exemple, je l'ai accueillie avec beaucoup de curiosité, beaucoup de... je ne dirais pas de joie, mais même esthétiquement, maintenant, quand je me vois avec la barbe, par exemple, je vois que c'est esthétique, je vois que c'est beau. Mais peut-être, je me suis dit finalement que j'aurais quelque chose avec laquelle je pourrais me défendre, pourrais me confirmer en tant qu'être masculin. Je ne sais pas. Mais à chaque fois, j'essaye de trouver d'autres façons de faire les choses, justement pour plaire, pour satisfaire. Et pour ne pas avoir à subir cette souffrance. On me disait Marawi, femmelette. Mais aussi, on me disait aussi Miboun, par exemple. On me disait aussi Kariuka, on me disait... c'est l'équivalent de PD, tapette. Le motif initial, c'était la féminité, parce que ça, c'était le visible. Mais après vient tout le travail de présomption et on assimile tout ce qui est féminin ou l'homosexualité ou... Aussi, mon entourage me fait entrer toujours dans cette analogie ou ce contraste entre mon frère qui a réussi sa masculinité et moi qui a échoué sa masculinité. Mon frère qui performe le rite, là où on sacrifie le mouton chaque année, et l'exemple parfait du masculin à la tunisienne. Et moi, je suis totalement l'opposé. Le rite, c'est une performance de masculinité. C'est comme un show. Ce sacrifice est performé par un homme. Parce qu'autrement, Dieu n'accepte pas ce sacrifice. Il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup d'endurance physique, il y a beaucoup d'affirmation de masculinité, de savoir-faire, de faire soumettre un être, peu importe. Et il y a ici le son... cool. Il y a cette violence qui est très symbolique, mais qui est quand même concrète. Pour moi, le rite, c'est le summum. C'est le symbole parfait de ce qu'est le féminin, le masculin. Et si j'illustre ma vie, mon expérience de genre, je l'illustre à travers le Haïd, les deux Haïd. Mon premier texte parle de ma volonté de fuir le Haïd, pour une fois. Et je m'imaginais en train de me balader dans les ruelles pendant ce Haïd,
Donc les ruelles étaient vides, pleines de paille, de déchets de moutons. Et je décrivais l'odeur, le fait de répéter le Eid chaque année. Pour moi, c'était... Enfin, ça n'a pas de sens. Cet aspect répétitif et qui devient quand même comme un harcèlement, c'est comme un tribunal. أستفيق جزئيا ولا يزال يداعبني الخمول برفق بعشق. Je me réveille à moitié. Je me sens encore bercée au ralenti et avec douceur et amour. La somnolence me tente pour que je m'endorme à nouveau. C'est l'Aïd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu merci. Cet Aïd m'attrape alors que je m'endors. J'ai envie de vivre cet Aïd, de me venger des Aïds précédents, comme ma vengeance de la cloche du 7h du soir les dimanches. Cette année, l'Aïd est revenu pour me rappeler, comme chaque année, que je dois me rappeler. Je me suis donc rappelée et je me suis masculinisée, puis je me suis rappelé comment je me suis masculinisée. On dit que l'Aïd est ainsi nommé car il revient chaque année, ou plutôt on le fait revenir. Mais la masculinisation et le rappel sont la gravure dans la mémoire et le genre. Je me rappelle comment la mosquée éjacule ses mâles après la prière. Ils coulent vers moi comme le sperme. Et je me masculinise. Je me rappelle. J'ai fait mon premier coming out avant la Révolution. Mon premier coming out, je l'ai fait en tant que personne gay. Parce que je n'avais pas les termes, je n'avais pas... C'était ça, le seul et unique modèle disponible auquel je pourrais m'identifier. Parce que... Et aussi, cette identification, c'est faite par le biais de l'autre. Parce que c'est les autres qui me disaient que... Voilà, parce que j'étais efféminée, donc je suis sûrement, selon eux, gay. Mon deuxième coming out était en 2015, et c'était en réaction à la discrimination qu'on subissait au sein de la communauté. Parce qu'en m'identifiant en tant qu'homme gay à l'époque, j'étais comme, comment dire, comme le petit vilain canard, parce que ils étaient plutôt masculins, ils étaient plus hétéronormés, ils étaient plus acceptés dans la rue, c'était plus discret. D'où leur réaction qui était c'est très violent, qui se justifiait d'ailleurs par la panique. Et après plusieurs années, j'ai commencé à quand même réfléchir à cette appartenance que je cherchais, à cette quête d'appartenir à un groupe qui ne m'accueillait pas. Probablement, il y a des ressemblances, mais qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui fait que je n'avais pas accès à ces milieux, ou je n'étais pas respectée dans ces milieux? Enfin, j'ai pris conscience de ce gap, cette faille qui nous sépare, qui est le motif initial de discrimination, parce que moi, j'étais discriminée pour cette apparence, et eux, ils étaient discriminés pour leur sexualité qui est quand même qui est invisible. Et je commençais à lire autour de la question féministe. Et je me retrouvais tellement dans des vécus de femmes. Et je me disais, non, mais c'est ça, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est se faire passer pour un être féminin, que ce soit de naissance, biologiquement ou autre, qui fait que je subisse tant de violence dans la rue. Donc cette identification, cette deuxième identification, s'est établie. Et j'ai compris qu'est-ce que c'est la misogynie. Il y a quelque temps, Roura a fait la connaissance de Shams, une féministe que j'avais moi aussi rencontrée en 2014. Elle aspirait alors à un féminisme populaire où la lutte de classe serait prioritaire. Depuis, Shams a fait son virage queer, comme elle me l'a raconté. En rencontrant plusieurs personnes LGBTQI, elle a découvert qu'elle était totalement indifférente à ces questions.
Elle s'est alors engagée aux côtés de Roura, politiquement et sur le terrain, pour la défense des droits des personnes LGBTQI et la dépénalisation de l'homosexualité, aujourd'hui passible de 3 ans d'emprisonnement. Pour moi, l'article 230, l'élément de genre, il est très important dedans. Parce que, comme je te l'ai dit, les gens qui se font interpeller, c'est généralement des gens efféminés. C'est-à-dire que l'interpellation de la police, elle se base sur la présentation de soi et l'expression de genre plutôt que la pratique sexuelle ou l'identité sexuelle. Parce que les personnes qui font la prison à cause de leur homosexualité ne sont pas nécessairement des personnes, des hommes gays très masculins, très virils et très riches et très beaux, mais ce sont plutôt des hommes gays très efféminés, très pauvres, qui ont arrêté l'école à un jeune âge et qui font généralement du travail de sexe. Donc l'élément de genre, l'élément de la classe sociale sont là. C'est-à-dire que la réponse qu'on doit avoir à cet article, c'est une réponse féministe dans le sens où, même quand on fait le test anal, on le fait à la personne qui, entre guillemets, subit la pénétration et non pas la personne qui pénètre, quoi. Donc le problème, ce n'est pas un problème avec la pratique, mais c'est un problème avec ce que eux ils appellent la féminisation de l'homme. Et même dans le dialecte tunisien, dans le jargon tunisien, on a 2 appellations. On a le miboun. Miboun, c'est la personne qui se fait pénétrer. Et on a tafar, la personne qui pénètre. Et parfois, même le tafar, c'est un signe de virilité, c'est un signe de masculinité. C'est limite célébré et bien vu. C'est borderline célébré dans la société. Donc pour moi, c'est une question de femme, en fait, parce qu'on voit que l'acte de se faire pénétrer est un acte dégradant, donc on en voit des hommes qui se font pénétrer à la prison. Et il y a autre chose aussi, par exemple, on entend beaucoup des hommes gays qui vont en prison, mais on entend rarement des femmes gays qui vont en prison. On nous dit, la loi discrimine contre les hommes et ne discrimine pas contre les femmes, mais même dans la discrimination, on n'est pas égal aux hommes. C'est-à-dire que le sexe lesbien, il n'est pas considéré du sexe par la loi parce que ça n'inclut pas une pénétration d'un pénis. Donc c'est pas vraiment du sexe, hein. C'est du frottement, je sais pas comment on appelle ça, mais discriminer contre nous comme vous discriminez contre les hommes, quoi. Mais même ça, la loi refuse de nous donner l'honneur d'être discriminés. Pareil. Alors, je pense qu'il faut d'abord commencer par dire que la lutte juridique que nous menons contre l'article 230, qui est l'article qui criminalise l'homosexualité, est une lutte juridique que nous menons contre une loi française. L'article 230, c'était une loi française. Donc même dans la lutte juridique que nous menons, c'est une lutte décoloniale. Pour nous, si on arrive à abroger l'article 230, c'est qu'on s'est débarrassé d'une loi française. C'est que c'est un pas en avant vers un processus d'indépendance politique et économique et juridique, en quelque sorte, disons. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs associations LGBTQI+, en Tunisie qui sont en train de lutter d'une part contre l'homophobie et la transphobie institutionnelle, sociale, économique, culturelle, etc. Et en même temps, on est en train de lutter contre le paternalisme de certaines organisations qui viennent du nord, de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou autres. Ça veut dire que certaines associations du Nord qui n'arrêtent pas de nous dire comment on doit mener notre lutte. Il y a par exemple l'Institut français de Tunisie, il fait chaque année Couleur d'avril, une manifestation culturelle pour les droits des LGBT, machin truc, etc. Alors que en même temps, on est en train de refuser des visas pour des personnes LGBTQ+ qui sont menacées ici. L'ambassade du Canada, on aide les ambassades, ils aident les associations avec l'argent et tout. Mais en même temps, on refuse des dossiers de refuge aux personnes qui mènent des vies à risque ici en Tunisie. La question décoloniale était aussi présente tout au long du festival Chouftouona. C'est ce que voudraient aussi retranscrire Monia et Hazar Abidi, qui travaillent avec elle sur le documentaire. C'est vrai qu'à Chouftouana, il y a eu des conférences qui m'ont fait réfléchir sur certaines choses auxquelles j'avais pas la possibilité de réfléchir avant. C'était là où j'ai pris le temps de me poser, d'écouter, de me dire « Ah oui, j'y ai pas pensé comme ça ».
surtout par rapport à la langue. Je suis francophone et c'est vrai que depuis le... Je crois que ça a commencé au festival, c'était essayer un peu plus de parler tunisien. Quand on parle d'une certaine manière, quand on a un certain vocabulaire, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Est-ce que je vais prêcher des convaincus ? Est-ce que je vais parler à une personne qui parle la même langue que moi ? Et est-ce que, en ne maîtrisant pas le jargon féministe, intersectionnel, etc., en arabe, est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose ? Et est-ce que je ne suis pas en train d'être à côté, en fait ? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus tendance à me définir comme Nassawiya Taqatouiya que féministe intersectionnelle. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est très important. Je dois savoir ce que veut dire féminisme, comment je pourrais dire liberté, comment je pourrais dire inclusion, comment je pourrais être inclusive dans mon langage arabe. J'espère que ça deviendra une habitude à un moment donné. On est sa langue, on est son vécu. Si on a un certain vécu et qu'on l'exprime d'une manière qui ne reflète pas forcément son vécu, peut-être qu'on se gourre, en fait. Pour Mariam Guellouz, sociolinguiste, la question de la langue et du langage est un enjeu essentiel pour les luttes féministes et LGBTQI en Tunisie. On sait très bien que au moment des indépendances, des personnes comme Bourguiba ou Senghor ont fait le choix de la francophonie dans la mesure où ils ont beaucoup participé à sa création, ils y ont cru. Et on a plusieurs discours de Bourguiba qui revendiquent la langue arabe, l'importance de cette langue arabe dans un courant post-colonial, d'indépendance et tout, mais qui quand même voulait garder la langue française. Dans certains discours, donc, il disait que pour lui, il croyait réellement que c'était par et à travers le français que la Tunisie allait pouvoir se moderniser, accéder au progrès. Et donc, pour moi, il y a réellement un parallélisme à faire entre ce choix de la langue française comme langue de la modernité et du progrès, et des questions aussi des droits des femmes. Puisque cette langue française serait la langue de la modernité, justement, c'est elle qui permettrait de porter des idées de libération de la femme et des droits des femmes. Parce qu'elle porte en elle ces valeurs démocratiques, ces valeurs du progrès, de la modernité, comme si on lui a fait porter des qualités. Il faut faire aussi très très attention à ces formes d'essentialisation linguistique, puisque ça peut mener aussi à des propos racistes, comme on peut l'entendre autour de la langue arabe, qui mènerait vers l'obscurantisme religieux ou au contraire, alors des formes d'exotisme, la langue arabe qui serait la langue de la sensualité, de la sexualité. Donc en fait, faire très attention à ces types d'essentialisme en pensant que la langue est une pratique. D'abord, une pratique sociale qui est liée à des contextes socio-historiques bien particuliers. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le terme homosexuel, le terme choisi en tunisien est un terme qui peut être perçu comme un gros mot ou un mot tabou, c'est-à-dire qu'il n'est pas un terme qu'on peut utiliser facilement. Donc en fait, il y avait une connotation plutôt péjorative, parfois même insultante, de ce terme. Et donc, faut-il se réapproprier le terme, comme l'ont fait par exemple des militants libanais? On avait vu des pancartes avec NHF, qui aussi renvoie à l'homosexualité, mais plutôt à la perversion sexuelle. Donc exactement ce qui s'est passé avec le terme cuir. Donc ce qu'on va appeler une resémantisation positive, se réapproprier le terme et plutôt le charger positivement. Ou bien faut-il abandonner ce type de qualification et bien évidemment, on voit que dans le débat public sont apparus des termes comme celui de Mithliya Jinsiyya, un terme qui se veut plutôt neutre. En fait, cette bataille autour des termes me semble importante. Quels sont les mots qu'on doit utiliser? Est-ce qu'il faut les inventer? Est-ce qu'il faut les resémantiser? C'est un travail en cours. Et la question de la nomination, pour moi, est aussi liée à une forme de résistance, de dignité. Comment être féministe en tunisien? Madame il fait là où la passe.
دم الفرسان غافلة ولا بأس ما دام الرصاص يخيط. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, en collaboration avec les journalistes d'Intifada, dont vous avez pu entendre de nombreuses prises de son et dont je vous conseille de suivre les podcasts prometteurs. Merci tout particulièrement à Enda et Monia, ainsi qu'à Haïfa, Hortense, Boshra, Hazar, Shams et Roura, et à toute l'équipe d'Intifada. Vous avez pu aussi entendre les musiques de plusieurs artistes tunisiens et tunisiennes, dont vous retrouverez les noms sur le site d'Arte Radio. Merci à elles et à eux d'avoir accepté la diffusion de leur travail. Les lectures de textes sont d'Estelle Clément Béalem et je suis accompagnée au quotidien par Juliette Hamon. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens, des références de livres, d'articles, de vidéos. Mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio, sur SoundCloud, Deezer ou Apple Podcasts, où vous pouvez soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter @unpodcastasoi, sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail unpodcastasoi@artefrance.fr. On se retrouve dans un mois pour le premier épisode d'une série de 2 podcasts autour des écoféminismes. Sachez aussi que nous organisons désormais des écoutes collectives d'un podcast à soi au centre FGO Barbara tous les premiers jeudis du mois. D'ici là, vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution tunisienne féministe.